Maintenant, je vous propose que l'on passe à la prochaine table ronde. C'est la seconde de cette matinée qui est sur un autre sujet brûlant, la fin des cookies tiers. Qui est prêt pour le grand saut dans l'inconnu? On a l'impression que pas grand monde. Deux projets veulent pallier la suppression des cookies tiers, Rearc de l'IAB, Privacy Sandbox poussé par Google, mais il y a aussi d'autres projets user-centric, site-centric. Sont-ils complémentaires, sont-ils opposés? Nous allons en débattre ensemble. Alors, pour en débattre, j'ai avec moi trois invités. Bastien Faletto, vous êtes directeur des ventes Europe du Sud et Benelux de OnePlusX. Bonjour. Bonjour. Salem Andoura, vous êtes directeur du digital de HeroX. Et Viam Sharma, vous êtes managing director Europe de LiveRamp. Bonjour. Et pour commencer, pour introduire ce sujet, je vous propose de passer la parole à Augustin Decré. Vous êtes à la fois le lead de la task force Cookieless de l'IAB France et aussi le managing director Europe du Sud d'Index Exchange. Augustin, c'est à vous. Merci Alain. Il y a tout juste un an, le 20 novembre 2019, j'étais à Milan, à l'IAB Forum, et je faisais une présentation sur la fin probable des cookies third party, et j'essayais de passer en revue les opportunités que ça pouvait représenter. Alors, la moitié de la salle n'était pas forcément convaincue de ce que je disais, mais un an plus tard, donc le 20 novembre 2020, donc pile poil un an plus tard, on n'a plus le droit d'aller à Milan. On ne va plus à Milan, c'est bien dommage. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la fin du cookie tiers est annoncée. Alors, pourquoi les cookies tiers vont-ils disparaître? Pardon, je crois que c'est là. Pourquoi voilà, les cookies tiers vont-ils disparaître? Est-ce une volonté de l'utilisateur? Non, on voit bien que malgré la défiance que l'utilisateur a de la publicité, on ne peut pas dire qu'il aime la publicité digitale, on voit que son pouvoir s'est quand même renforcé au cours du temps. C'est-à-dire que maintenant, il y a un consentement explicite. Par ailleurs, moi-même, en tant qu'utilisateur, je sais que si je veux naviguer sans cookies, il suffit que j'aille à droite sur le navigateur et en 2 clics, en 3 secondes, j'ai fait le calcul hier soir, je peux me mettre en navigation privée. Ça y est, je suis en navigation privée. Est-ce pour des raisons légales? Non plus. En fait, le cookie, comme les autres traceurs, répondent aux mêmes problématiques réglementaires liées au consentement. Alors, ce n'est pas la volonté de l'utilisateur, ce n'est pas pour des raisons légales, c'est peut-être pour des raisons techniques. Non plus. Le cookie, c'est un fichier texte qui est très simple, qui est gratuit et qui est universel. Alors, certes, il est imparfait parce qu'il a été créé il y a 25 ans. Donc, 25 ans, c'est comme un âge de chat. Un âge Internet, c'est quasiment un siècle. Mais l'avantage, c'est qu'il est universel. Il est utilisé par l'ensemble de l'écosystème. Alors, pourquoi? Eh bien, le cookie tiers disparaît parce que les navigateurs ont décidé de le faire disparaître. Ça a commencé par Safari, puis Firefox en septembre 2019, et Chrome a annoncé en début d'année 2020 que le cookie third party disparaîtrait de son navigateur à partir de 2022. Alors pourquoi le cookie est essentiel à notre industrie? Il est plus qu'essentiel, il est stratégique. Comme je vous disais, il est universel, il est utilisé par l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Il permet de mesurer. On va permettre de mesurer les clics, il va nous permettre de mesurer les impressions, il va nous permettre d'identifier un internaute, savoir si on veut l'exposer ou pas à une campagne. Dans le cadre d'une campagne user-centrique, on va pouvoir qualifier progressivement ce cookie. Par exemple, un exemple tout bête, on voit un utilisateur qui voit souvent du contenu automobile, on imagine que ça va être un intentionniste automobile. Alors, il y a deux façons de voir les choses et d'aborder le problème. On est sûr que effectivement, le cookie à l'horizon 2022 va disparaître, le cookie tiers. On est sûr aussi d'une chose, c'est que ce cookie est essentiel à notre écosystème. Alors, il y a deux façons de réagir. La première, c'est de se dire, voilà, on voit le verre à moitié vide et on est un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. On est tétanisé, on ne fait rien, on attend l'impact. Et la deuxième solution, on se dit que c'est peut-être une opportunité. C'est peut-être une opportunité de faire quelque chose de mieux. Comme je vous disais, le cookie est imparfait. Le cookie était créé il y a 25 ans. Il n'y avait pas de mobile il y a 25 ans. Donc, il n'est pas cross-device. Le cookie était créé il y a 25 ans. Il n'y avait pas de programmatique. 60% de l'achat média se fait de façon automatisée. Alors, comme dirait une personne qui m'est chère, qui est Andrew Casale, il dit que le changement, change, embrace it and lead it, c'est-à-dire le changement, il faut l'accepter et il faut le dépasser et il faut être force de proposition. Alors, comment le remplacer? Il y a différentes solutions, tu en parlais tout à l'heure Alain, il y a différentes initiatives, il y a différentes solutions, et à l'IAB, on a pris le parti de créer 2 groupes de travail. Le premier groupe de travail a pour but de répertorier l'ensemble des solutions, de les analyser
et, s'il le faut, interagir avec les acteurs qui proposent ces solutions. On a créé un deuxième groupe de travail qui est plus technique et on interagit dans le cadre de REARC au niveau de l'IAB Europe. REARC, aujourd'hui, comme disait dans la vidéo précédente, il y a 40 pays qui sont investis dans le projet REARC. Alors, il y a 4 effectivement initiatives qui se démarquent. Il y a la première, le projet REARC. REARC, donc rapidement, c'est une initiative de l'industrie publicitaire. Le but étant de recréer, de redéfinir des standards en matière de vie privée, en matière de responsabilité, soyons des acteurs responsables, et en matière, bien sûr, de ciblage publicitaire. Je vous invite, comme tu disais Alain, il y a une table ronde qui est animée cet après-midi par le brillantissime Charles-Henri Hainaut de Criteo sur le projet REARC, et je vous invite aussi à rejoindre le groupe de travail. La deuxième initiative, c'est celle que nous a présentée Mark Ho. C'est une initiative qui s'appelle le Google Privacy Sandbox. Alors là aussi, ils vont redéfinir la mesure, l'activation et la sécurité, mais au niveau du navigateur, et plus particulièrement au niveau de Chrome. Et je crois que l'idée aussi, c'est l'étendre à d'autres navigateurs. Il y a 2 initiatives suivantes, c'est celle sur les loggings, sur les SSO. Alors les SSO, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça veut dire Single Sign-On, ou les identifiants, les ID, qui sont soit universels, soit privés, etc. Et le ciblage contextuel. Alors je ne vais pas les détailler, puisque c'est l'objet de la table ronde qui est la suivante. Et voilà. En revanche, on va diffuser le 9 décembre le premier guide sur l'ère post-cookie, un guide de 50 pages qui reprend l'ensemble des initiatives post-cookie. Alors c'est un guide qui sera évolutif parce qu'aucune solution n'est figée. Vous voyez bien que REARC, c'est des working progress. On voit bien qu'avec Google, on doit interagir, etc. et travailler avec eux. Alors, ce qui est sûr, c'est que le 20 novembre 2020, un an plus tard, c'est que le cookie tiers va disparaître. Et on peut en faire comme une opportunité. Mais il y a 3 clés pour que ce soit une vraie opportunité. La première, c'est qu'il faut qu'on remette l'utilisateur et le respect de la vie privée au centre des solutions. On a loupé quelque chose. Moi, je me souviens, dans les années 80-90, j'ai voulu faire de la publicité parce que j'adorais la publicité. C'était un vecteur de création et les publicitaires, ça me passionnait. Aujourd'hui, il y a une défiance par rapport à la publicité. Il faut qu'on recrée ce lien avec l'utilisateur. Il faut qu'on lui fasse comprendre que c'est lui qui a la main sur la publicité. La deuxième clé, c'est l'unité. Il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est une occasion unique. Il nous reste encore un an. Dans tous les secteurs, dans tous les milieux, l'union fait la force. Aujourd'hui, on a 1 an, 12 mois, on va dire, 13 mois, pour créer, imaginer ensemble les standards de la publicité de demain. Rejoignez le groupe REARC. Qui mieux que l'IAB, qui est au centre de l'écosystème, peut l'idée ce projet. Il faut aussi faire entendre notre parole, notre voix, auprès des différentes initiatives. Google nous demande d'interagir. On a créé un groupe pour interagir avec Google Privacy Sandbox. Et le troisième élément, je vous disais que ce qui avait fait la clé et le succès du cookie tiers, c'était sa simplicité et son universalité. Il est universel. Il faudra que la solution et les solutions qui remplacent, parce qu'il n'y en aura pas une, qu'elles soient simples et universelles. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Augustin, d'avoir mis un peu d'ordre dans ce grand fouillis qui est très compliqué à suivre et à comprendre. Alors, on a bien compris qu'il y avait REARC et Privacy Sandbox dont on ne va pas parler maintenant. Là, on va essayer de parler des 2 autres possibilités de remplacer le cookie tiers, c'est-à-dire les ID et la partie contextuelle. Yann, j'ai envie de commencer avec vous et de parler justement de l'ID logué. Puisque pour aider les éditeurs à optimiser le taux d'utilisateurs logués, vous avez développé la solution qui est baptisée ATS. Alors vous venez de la lancer en France, donc c'est peut-être un peu tôt pour en parler. En revanche, vous l'avez lancée il y a 6 mois aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un premier retour sur cette solution? Qu'est-ce qu'elle permet d'apporter? Quel incrément? Et est-ce qu'on arrive à faire tout ce qu'on faisait avec le cookie avant? Oui, en fait, effectivement, en fait, ATS est lancé aux États-Unis il y a à peu près 6 mois. Et depuis ce temps, en fait, on a à peu près 250 éditeurs aux États-Unis qui sont en train d'implémenter cette solution. Du coup, en fait, on a une reach aujourd'hui qui est assez important parce que, en fait, la publicité, c'est aussi le scale. On ne peut pas juste avoir 5% des consommateurs qui se loguent. Donc aujourd'hui, sur le réseau LiveRamp avec les partenaires, on est à peu près à 1 milliard d'impressions par jour. On voit aussi qu'on arrive à toucher une énorme partie sur Safari et Firefox, qui n'était pas le cas même avec les cookies tiers aujourd'hui.
Du coup, en fait, on voit qu'il y a un vrai avantage pour les éditeurs parce que si on compare les revenus qu'ils sont en train de générer sur les éléments comme Firefox et Safari, aujourd'hui, avec la solution ATS, ils sont en train de voir une augmentation de revenus qui est à peu près 400% plus versus un cookie tiers qui n'arrivait pas à cibler. Du coup, Et est-ce qu'on se rapproche des revenus qu'on a avec Chrome ou on en est encore un peu loin ou... Non, on arrive à être à peu près au même niveau que Chrome. Et même sur Chrome, si on compare le cookie tiers avec la solution ATS qui est basée sur cette notion d'un individu logué, on voit que même sur Chrome, on a une augmentation de 60% sur cette audience. Et après, bien évidemment, sur Safari et Firefox, c'est à peu près 400% d'augmentation de revenus générés pour les éditeurs. Du coup, côté éditeur, ça marche. Côté annonceur, ça marche aussi parce qu'on est en train de voir les mêmes niveaux de reach qu'ils avaient sur les cookies tiers, qui est un premier pas parce qu'on ne peut pas offrir une solution qui n'est pas au même niveau d'adressabilité, on va dire. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez positif et on voit qu'on a fait des tests avec Fitbit aux États-Unis qui a partagé les résultats et on voit qu'au niveau de retour sur l'investissement, du coup, ROAS, ils ont quasiment doublé leur ROAS en investissant sur cette solution qui est people-based parce que ça vous permet de gérer le frequency capping au niveau individu, ça vous permet de faire les suppressions d'audience au niveau individu. Du coup, on n'utilise plus le cookie comme un proxy pour le consommateur, mais on est vraiment sur cette notion people-based qui vous permet d'avoir les résultats qui sont assez satisfaisants. Après, en France, bien évidemment, on vient de lancer. Du coup, on est en train de Vous faire... avez combien d'éditeurs partenaires en on France? a une dizaine d'éditeurs partenaires aujourd'hui. Ça représente quel inventaire En fait, si on va dire, si le graph LiveRamp, il représente à peu près 50% de reach aujourd'hui avec les cookies tiers, sur cette notion pas cookie tiers, on est aujourd'hui à l'entour de 10-15%. Du coup, ce n'est pas encore le même reach qu'on peut avoir, mais on est en train de faire les premières campagnes dans les mois qui arrivent. Du coup, on va pouvoir partager à la fin de cette année ou début de l'année prochaine les premiers résultats avec les annonceurs français et avec les éditeurs français. Alors, vous êtes aussi associé à The Trade Desk pour le projet d'ID open source Unified ID 2.0, qui a été rejoint par Criteo, qui a été rejoint par Index Exchange, qui a été rejoint par Nielsen. Comment s'articulent ATS et Unified ID 2.0? Est-ce que l'un est dans l'autre ou, ou vice-versa? Comment fonctionne cette solution? En fait, c'est une super question. En fait, on est convaincu qu'il n'y a pas un seul ID qui va gagner. Donc ça n'arrivera pas parce que, un peu comme Augustin le disait, union fait force. Du coup, en fait, aujourd'hui, Criteo, Trade Desk, LiveRamp, Nielsen, etc., on est en train de collaborer ensemble parce qu'il faut qu'on arrive à augmenter ou upgrader un petit peu l'infrastructure technologique sur laquelle on travaille, qui est basée sur le cookie tiers. Du coup, on est en train de faire en sorte de développer les technologies qui vont être interopérables, parce que cette notion d'interopérabilité, c'est extrêmement important pour les annonceurs et pour les éditeurs. En travaillant ensemble, on est capable de ramener plus de valeur aux éditeurs parce qu'avec Trade Desk, ils vont avoir accès au budget marketing des annonceurs. En fait, en utilisant ATS comme une infrastructure qui permet de connecter le consommateur logué avec le consommateur dans une base de données CRM, on est vraiment en train d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à ramener le bon adressabilité. Et ça, on n'est pas capable de faire tout seul. Du coup, aujourd'hui, cette partenariat, c'est plutôt un partenariat d'interopérabilité qui permet aux annonceurs et les éditeurs d'avoir plus de reach et du coup plus de revenus générés pour eux. Alors ça, c'était la solution d'ID. Bastien, vous êtes plutôt sur une solution contextuelle chez OnePlusX, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement à peu près 20% des utilisateurs qui sont logués sur les sites. Sur les sites médias, il y en a à peu près 80% qui ne sont pas logués, on ne peut pas avoir d'ID. Aujourd'hui, vous apportez une approche contextuelle aussi, et vous enrichissez l'ID avec une approche contextuelle. Oui et non. Chez OnePlusX, on a une approche qui n'est pas une approche contextuelle, qui est plutôt une approche hybride.
Le contextuel va venir compléter un petit peu. Vianne a évoqué un mot-clé qui est le reach. Aujourd'hui, on travaille majoritairement avec des éditeurs et ce qui est en train de tuer, en tout cas de fragiliser l'écosystème des éditeurs, c'est le reach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec LiveRamp, on travaille avec ID5, on a des équipes qui travaillent avec le W3C sur les solutions futures. En revanche, nos clients nous demandent évidemment de nous intéresser à ces solutions de futur pour pouvoir les accompagner dans le temps, mais ils nous demandent surtout de les aider à monétiser immédiatement leur audience, et ce avec le plus de reach. Donc effectivement, on a une approche hybride. Le contextuel, on l'envisage de deux façons. La première façon, c'est qu'en fait, on a une plateforme qui va qualifier de la même façon, avec la même méthodologie, aussi bien les utilisateurs que les contenus. Donc ça, effectivement, en ce sens, je rejoins un peu ce que vous disiez sur le contextuel. On se sert du contextuel pour enrichir la connaissance qu'on a des utilisateurs. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on est capable d'offrir cette approche hybride qui va être aussi bien capable, grâce à un graphe, d'utiliser un ID LiveRamp, d'utiliser un cookie first party, d'utiliser un cookie third party. On en profite pendant encore quelques mois. Et effectivement, cette approche contextuelle, le contextuel va venir en complément. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une page va se charger, notre technologie va identifier, va regarder s'il y a un identifiant qui est associé à cette page, à l'utilisateur qui est derrière cette page. S'il y a un identifiant, évidemment qu'on va l'utiliser, quel qu'il soit. S'il n'y a pas d'identifiant, on va effectivement activer la publicité, non pas sur un utilisateur, mais sur un contenu. Alors, j'ai cru comprendre que certains des éditeurs avec lesquels vous travaillez avaient des très bonnes performances aussi, notamment sur les univers Apple. Oui, alors ça, c'est effectivement, quand on parle de publicité contextuelle, on repense au contexte, au ciblage de contenu, au ciblage comportemental, etc., il y a quelques années. Aujourd'hui, les méthodologies et les puissances de calcul ont évolué et on arrive, encore une fois, c'est pas une solution, c'est pas une réponse à 100%, mais un incrément. On arrive à avoir les mêmes performances, la même précision que l'activation soit contextuelle ou user-based. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez d'un côté un user ID et de l'autre côté un item ID, c'est ça? Pour la partie contenu. Et c'est ces deux-là que vous mixez dans votre approche hybride. Oui, c'est-à-dire que pour nos clients, comme je vous disais, qui sont majoritairement des grands groupes médias, l'objectif, c'est d'arriver à délivrer les campagnes. C'est le premier indicateur. Salem pourra peut-être me confirmer, mais on parle de clics, de couverture sur cible, etc. Le premier objectif d'un acheteur, c'est d'être capable de délivrer sa campagne à partir d'une date donnée et de délivrer l'ensemble du volume. Et ça, malheureusement, tous les éditeurs ne sont pas capables de le faire parce que Firefox et Safari ne permettent pas l'utilisation du cookie tiers, parce qu'il y a des cookies bloqueurs, parce qu'il n'y a pas de consentement, etc. Donc effectivement, on va utiliser le contextuel comme un incrément. On pense pas que on entend un petit peu ça sur le marché, bon, c'est souvent du marketing, mais on pense pas, et je ne pense pas que la publicité contextuelle soit l'avenir de la publicité. Ça va faire partie des réponses, mais ce n'est pas l'unique réponse, parce qu'on ne pourra pas se passer de toute cette publicité user-based. En revanche, effectivement, pour l'instant, ça offre une alternative intéressante et ça offre un incrément qui permet à nos clients de continuer à travailler et à délivrer des campagnes. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a trouvé la réponse définitive à la suppression des cookies tiers ou quelle partie du chemin on a fait en fait? Alors, encore une fois, nous, OnePlus6, mais l'ensemble de l'écosystème et des plateformes technologiques, notre objectif, c'est de répondre à nos clients avec des solutions disponibles à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, les solutions, elles existent. Cette approche, notre graphe, notre ID graph, la possibilité de faire du contextuel, l'incrément, etc., ça, on l'utilise et on le met à disposition de nos clients depuis presque 2 ans. Et chez certains de nos clients éditeurs, ne pas être en capacité de cibler un internaute sur Firefox, sur Safari ou en temps réel, par exemple, ça représentait jusqu'à 40% de son audience qui n'était pas en capacité de monétiser. Donc ça, c'est une première réponse qui est une réponse vraiment très court terme. Ensuite, on a une réponse à moyen terme, qui est, je rejoins Vianne, tout cet écosystème qui est en train de se construire autour de l'ID. On a effectivement besoin d'avoir une approche qui est extrêmement agnostique. Nous, technologie, nous, data management platform, Vianne également et ses confrères, on a besoin de travailler tous ensemble. Ça, c'est une solution qui est moyen terme, puisque, comme le disait Vianne, on a en tout cas sur la plupart des pays sur lesquels on travaille, pas assez de reach.
c'est très bien d'avoir 10, 20, même 50% de matching, mais ce n'est pas assez. Et ensuite, on a effectivement des solutions un peu plus long terme. Nos équipes, mais aussi l'ensemble de nos confrères, travaillent avec le W3C, avec le Tech Lab, avec l'IAB France et l'IAB Europe, à trouver les solutions de demain. Mais en tout cas pour le moment, ce n'est pas suffisant. Donc, encore une fois, la mission, le rôle des technologies, c'est d'offrir à court, moyen et long terme des solutions. Et donc, c'est ce à quoi on s'attelle. Salem, on en parlait beaucoup de technique. Et en fait, ce que vous dites, c'est finalement, on parle toujours de technique et on n'entend pas assez les agences et les annonceurs sur ce sujet-là, en fait. Alors oui, clairement, je pense que c'est un point clé qu'il faut qu'on aborde. Moi, je voudrais juste rappeler tout simplement déjà que le digital et le numérique, depuis maintenant plus de 10 ans, ont subi des mutations de manière très, très récurrente et jusqu'à preuve du contraire, on a toujours su appréhender ces mutations, et je fais référence à l'avènement du programmatique, au mobile, au RGPD, à la fin des cookies tiers sur Safari ou Mozilla, et récemment les discussions autour de l'iOS. Donc c'est des sujets finalement qui, de manière générale, ont toujours été mis sur la table et on a toujours su finalement les appréhender. Donc on n'a pas de doute sur la capacité à l'écosystème de trouver des alternatives. Nous, notre conviction à date, c'est que ces alternatives, et je crois qu'on l'a bien dit, elles faut qu'elles aillent dans le sens du respect de la privacy. Et c'est un sujet sur lequel nous, en tant qu'agence, et du coup, in fine, en tant qu'annonceur, on ne dérogera pas, et notamment parce qu'on a des cibles et des consommateurs qui sont beaucoup plus éduqués sur ces sujets-là et qui sont en attente, et je fais référence à ces cibles très jeunes, les fameuses générations Y ou Z. Après, il y a un sujet sur lequel nous, dans le positionnement en tout cas d'ROX, qui est une agence sur laquelle le ROI est au cœur de notre promesse, il faut que les alternatives, effectivement, rapportent cette notion d'efficacité et de ROI. C'est le principal quand même sujet. Donc c'est une super opportunité parce qu'effectivement, on n'a pas choisi à l'origine de travailler avec le cookie. On en a surtout profité. Donc il y a effectivement un panel de solutions qui existent. La réalité, oui, c'est qu'aujourd'hui, à date, c'est une solution qui est plutôt travaillée par un panel de techniciens. Et honnêtement, si vous n'êtes pas un peu connaisseur des sujets, vous êtes vite largué de tout ça. C'est pas aussi parce que les annonceurs s'en fichent, en fait? Non, les annonceurs s'en fichent pas. Je pense qu'on n'est surtout pas dans les mêmes tempos. Et aujourd'hui, je pense que oui, clairement, notamment sur 2021, il faut qu'annonceurs et agences réintègrent ces discussions. Et effectivement, il y a beaucoup d'initiatives portées par l'IAB, notamment, sur lesquelles je pense qu'en tant qu'agence, on va être supporter, notamment sur ces notions d'interopérabilité. Effectivement, la solution de Google a l'air plutôt d'aller dans le bon sens aussi, mais enfin, encore une fois, ça reste quand même Google qui s'attribue potentiellement une techno qui lui serait carrément dédiée. Donc comment vous voyez ça, justement, la Privacy Sandbox? Parce que vous, ROX, vous présentez comme une agence de communication indépendante. Être dépendant de Google qui peut être juge et partie sur ça, comment vous voyez ça en tant qu'agence? Alors, je pense que c'est le positionnement de toutes les agences et de toute l'interprofession, et je fais référence notamment à l'UDECAM. On a besoin de solutions qui soient indépendantes. Donc, évidemment, Google est au fait de ces sujets-là. Maintenant, est-ce que Sandbox sera indépendant et permettra une activation interopérable sur l'ensemble des univers, et notamment des marques médias qui ont besoin en fait, de un peu retrouver un nouveau souffle et ces super opportunités à la fin du cookie? Ça, j'ai envie de dire, à date, c'est un flou artistique. Personne ne comprend réellement de quoi il s'agit, cette notion de données agrégées, etc. À date, en tout cas, à moins ou quasiment un an à l'échéance prévue par la fin des cookies, si la question est à quoi ressemblera la publicité ciblée sans cookie tiers, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de réponse à date. Donc, on a un an pour travailler le sujet. Et c'est vrai que la place des agences et donc des annonceurs doit être remis au centre. C'est super d'avoir des initiatives très techniques, mais encore une fois, rappeler que le positionnement des annonceurs et des agences, c'est d'être efficace dans la manière dont on distribue la publicité, qu'elle soit héroïste ou à court et moyen terme, qu'elle offre une expérience client qui soit favorable et pas forcément agressive, parce qu'on le sait tous, la publicité de manière générale n'est pas forcément bien vue par les consommateurs. Donc voilà, donc il y a un sujet sur la place des agences dans l'écosystème, et nous, en tant qu'agence indépendante, on sera ravis de participer. Je pense que l'interprofession de manière générale aussi, et voilà, clairement, il faut qu'on travaille là-dessus. Après, les solutions, elles existent. Je crois qu'Augustin pourrait présenter l'ensemble des solutions du SSO contextuel à la sandbox, à la donnée authentifiée proposée par notamment l'IAB et LiveRamp. Voilà, elles existent, il faut qu'on travaille et qu'on avance sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les trois.
Je pense qu'on a à peu près vu un premier point des solutions qui sont en train d'arriver sur le marché. On espère qu'elles vont pouvoir toutes, aussi bien avec OnePlus X qu'avec LiveRamp ou avec toutes les solutions du marché, qu'elles vont permettre aux annonceurs de pouvoir aller plus loin et de continuer à toucher les utilisateurs. Alors je vous rappelle que sur la partie Rearc, il y aura à 14h15 le workshop. Et tout de suite, je vous propose de passer au keynote suivant, puisque finalement, un des mots qui a encore été peu prononcé jusqu'à présent, c'est le coronavirus. Pourtant, l'année 2020 a été une sorte de reboot généralisé de nombreux secteurs économiques. Quelles sont les conséquences sur la pub digitale? Daniel Knapp, le chief économiste de l'IAB Europe, dresse le panorama de ce qui change et de ce qui ne sera plus jamais comme avant.